Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 7 octobre au Burkina Faso. Près de 3 semaines après le coup d'État opéré par les hommes du général Diendéré, le chef des militaires putschistes du régiment de sécurité présidentielle fait désormais l'objet d'une inculpation. Avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé, les deux hommes ont entre autres été inculpés hier soir d'attentat à la sûreté de l'État. Ce sont au total 11 chefs d'inculpation qui ont été retenus contre le général Diendéré et M. Bassolé. Tous deux ont depuis été placés sous mandat de dépôt. Un peu plus tôt dans la journée, une cérémonie de désarmement symbolique des soldats putschistes avait eu lieu sur l'emblématique place de la Nation à Ouagadougou. Dans la Côte d'Ivoire voisine, les travaux ont été lancés hier pour étendre le port autonome d'Abidjan ou PAA. Ce chantier de grande ampleur permettra à Abidjan de devenir le premier port d'Afrique subsaharienne lorsque la construction d'un deuxième terminal capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs fréquentant les côtes africaines sera terminée. Une cérémonie en présence du ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, a marqué hier le démarrage de ces travaux. Un projet d'un coût global de 560 milliards de francs CFA, soit environ 854 millions d'euros, qui a été financé à 85% par la Chine et qui devrait être livré dans 4 ans. Les travaux d'agrandissement du port autonome d'Abidjan seront réalisés par un consortium français formé par les groupes Bolloré Africa Logistics et Bouygues Travaux Publics, plus le groupement danois APM Terminals du groupe Maersk. Les nouvelles infrastructures permettront de traiter des bateaux de 8500 conteneurs et de plus de 300 mètres de long. Une semaine après l'annonce de la formation de son gouvernement, le Sénat du Nigeria a rendu publique hier la liste des 20 nouveaux membres du gouvernement. Le président du Sénat a précisé que ces nominations seraient confirmées au cours d'une autre session mardi prochain et que les ministères seront alors attribués par le chef d'État une fois que les nominations auront été approuvées. Pour le moment, c'est en tout cas que l'ancien chef de l'armée, Abdoulrahman Dambazo, pourrait devenir ministre de la Défense. L'avocat personnel du président Bouhari, Aboubakar Malami, pourrait lui devenir ministre de la Justice. Lai Mohamed, le porte-parole du Congrès progressiste au pouvoir, pourrait lui devenir ministre de la Communication. Et la semaine dernière, le président nigérian avait, vous vous en souvenez, annoncé qu'il allait prendre en charge le portefeuille du pétrole au sein du gouvernement. Eh bien, le nouveau directeur général de la compagnie pétrolière nationale nigériane, NNPC, Ibe Kachiwuku, devrait faire partie du gouvernement de Muhammadu Bouhari, probablement comme secrétaire d'État en charge de gérer les affaires courantes de ce secteur. La nouvelle équipe gouvernementale nommée est censée enrayer la corruption, principal cheval de bataille du président Muhammadu Bouhari, après la sécurité et la lutte contre Boko Haram. Écoutez ce qu'en pense la population à Abuja. Nous ne devons pas habiter dans le passé, nous devons croire au changement et se concentrer sur le présent. Espérons que les nouveaux ministres feront de leur mieux et que c'est le meilleur d'eux qui sortira. Nous voulons la justice, nous voulons être justes avec eux aussi. Ils doivent être prouvés corrompus. Les Nigérians vont maintenant demander des comptes à Bouhari. Pourquoi il veut utiliser ces gens-là ? C'est la gouvernance. Lorsqu'on aura un dirigeant décent, tout le monde se tiendra à carreau. C'est ce que je crois. Et tous ceux qui travaillent avec Bouhari doivent savoir qu'on ne peut pas se moquer de lui. Ce n'est pas un dirigeant corrompu, donc tout le monde se tiendra à carreau parce qu'il n'acceptera pas qu'il se salisse. Un mot de santé à présent. La recherche avance dans la lutte contre l'épidémie de virus Ebola qui frappe, vous le savez, l'Afrique de l'Ouest depuis fin 2013. Un accord de recherche vient d'être signé entre l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, et l'Université internationale de Saint-Luc au Japon. Objectif, développer la molécule antivirale Favipiravir. Ce médicament conçu à l'origine contre le virus de la grippe agit en fait sur la capacité de multiplication des virus. Entre fin 2014 et début 2015, l'INSERM avait déjà fait un essai clinique en Guinée de ce médicament sur des malades d'Ebola. Le Favipiravir avait alors montré des signes encourageant d'efficacité chez des personnes avec des niveaux moyens ou élevés d'infection Ebola, mais dont les organes n'avaient pas encore été touchés.
À l'international, le Premier ministre grec Alexis Tsipras était hier avec le chancelier autrichien Werner Faymann, dont le pays souhaite aider la Grèce à lutter contre la crise des migrants. Les deux hommes se sont rendus à Mytilène, sur l'île de Lesbos, où chaque jour des milliers de réfugiés venus des côtes turques continuent d'affluer. M. Tsipras et M. Faymann ont visité les principaux centres d'accueil de cette île de la mer Égée. Dans l'ancien centre de rétention de Moria, transformé en centre d'accueil ces derniers mois, les deux hommes ont salué des Afghans et des Africains, tandis que dans un autre centre près de l'aéroport de cette ville, des Syriens leur ont fait part, eux, de leurs problèmes. Le chancelier autrichien et le Premier ministre grec, nouvellement réélu, s'exprimaient. Écoutez. Il n'existe pas un seul pays dans l'Union européenne qui peut apporter une solution ou résoudre la question et le problème des réfugiés tout seul. Ni l'Allemagne, ni l'Autriche, ni la Grèce ne sont capables de gérer la situation tout seuls. Nous voulons résoudre ce problème. Nous devons prendre des initiatives diplomatiques afin de rétablir la paix et la coopération en Syrie, qui est la région d'où partent ces flux de migrants. Nous devons coopérer avec les autorités turques et nous concorder afin de mieux organiser de meilleures conditions d'accueil pour les réfugiés pour qu'ils ne risquent pas leur vie en mer Égée. Après la désignation du nouveau gouvernement au Nigeria, remaniement ministériel au Brésil. La présidente Dilma Rousseff a présidé avant-hier l'investiture de ses nouveaux ministres. Le but, éloigner le spectre d'une dissolution du Parlement et faire adopter un programme d'austérité. Fait marquant de ce nouveau gouvernement, le passage de 38 à 31 ministères, l'attribution de 7 d'entre eux au parti du mouvement démocratique brésilien, son allié du centre droit, et le retour à certains postes clés des proches de l'ancien président Lula da Silva. Pour rappel, le parti de l'actuelle présidente est impliqué dans un énorme scandale de corruption alors que l'économie du pays est entrée en récession. Écoutez, ces quelques déclarations de Dilma Rousseff. Nous sommes tous engagés pour rééquilibrer les comptes publics, réduire l'inflation et restaurer la confiance des investisseurs dans notre économie. Alors, bonne chance et bon travail à tous les nouveaux ministres et à ceux qui restent. Je vous recommande à tous le plus grand dévouement car nous avons le Brésil à gouverner jusqu'en 2018. Aux États-Unis, un accord a été signé lundi pour sceller la création de la plus grande zone de libre-échange au monde. 12 pays du Pacifique ont signé ce document à Washington. Le Trans-Pacific Partnership, ou TPP, germé depuis 5 ans. Les négociations se sont conclues ce début de semaine après une session marathon de 5 jours. Cette avancée économique est majeure et elle apporte surtout une véritable victoire politique au président américain Barack Obama. En effet, cet accord fixe les règles pour le libre-échange du XXIe siècle et presse la Chine, qui ne fait pas partie des 12 pays signataires, d'adopter ses propres règles en matière de commerce, d'investissement et de droit commercial à celles établies par le TPP. Les pays signataires du TPP que sont l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam représentent à eux 40% de l'économie mondiale. Lundi, Barack Obama n'a pu que saluer la conclusion de cet accord dont il estime qu'il reflète les valeurs américaines. Écoutez. Il a fallu négocier le TPP pendant 5 ans et je voulais obtenir le meilleur accord possible pour les travailleurs et entreprises américaines et c'est ce que nous avons accompli. Ce traité nous rend plus compétitifs grâce à la suppression d'environ 18 000 différentes taxes et droits de douane visant des produits américains dans différents pays. Ce traité possède le meilleur code de travail dans l'histoire des accords commerciaux, incluant des horaires de travail justes, interdisant le travail des enfants et le travail forcé. Il comprend des normes environnementales les plus efficaces de l'histoire, évite la surpêche et assure que le trafic d'animaux ne détruit pas la faune qui est un trésor mondial.
Aux États-Unis toujours, Central Park, le poumon vert de New York City, accueillait hier un grand rassemblement afin de célébrer les 75 ans qu'aurait eu le chanteur britannique John Lennon, assassiné justement dans ce parc new-yorkais. La manifestation a visé à battre un record, celui du plus grand signe de paix. Malgré la présence de milliers de personnes, le défi n'a pas été relevé cette année, mais l'appel lancé par Yoko Ono, l'ancienne compagne de John Lennon, a largement été entendu. Je propose d'écouter quelques témoignages des participants. Nous sommes venus célébrer la paix aujourd'hui, dire non à la guerre, à la violence, fêter l'amour et la mémoire de John Lennon. C'est la semaine anniversaire de John Lennon. Il aurait eu 75 ans le 9 octobre. Nous voulons que tout le monde se souvienne de son héritage, son œuvre, pas seulement en tant qu'artiste, mais également comme activiste en faveur de la paix avec Yoko Ono. C'est le plus beau cadeau possible pour John. Merci. Et retour sur le continent africain pour terminer ce flash information. Lundi 5 octobre à Conakry, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, a lancé le projet Un étudiant, une tablette. Objectif principal, la réduction de la fracture numérique en milieu universitaire, mais aussi l'amélioration du contenu de la formation supérieure et scientifique. Les détails de cette cérémonie avec notre envoyé spécial à Conakry, Aristide Diengwe. Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ce lundi 5 octobre 2015. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, procède au lancement officiel de l'opération Un étudiant, une tablette. Cette initiative présidentielle pour les nouvelles technologies appliquées à l'enseignement et la recherche a pour objectif principal la mise à disposition des étudiants des outils d'accès au contenu numérique des cours, à des ressources documentaires disponibles sur Internet, tout en leur permettant d'améliorer leurs capacités en communication. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, votre capacité d'accès aux nouvelles technologies sera très limitée. J'espère que les tablettes, vous allez devoir les utiliser pour apprendre l'anglais et pour tout le monde. L'accès aux nouvelles technologies n'est pas réservé aux étudiants. C'est pour l'ensemble des jeunes Guinéens, particulièrement ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Nous sommes très en retard dans notre enseignement. Nous avons de grandes faiblesses au niveau des ressources humaines. C'est pourquoi la nouvelle technologie, en nous permettant aux étudiants d'avoir accès à des cours des grands professeurs en France, aux États-Unis, etc., va nous permettre de rattraper notre handicap en attendant que nous ayons des très grands professeurs. Des tablettes dénommées Sin-Série seront octroyées sur la base d'un crédit bail à l'étudiant qui sera remboursable sur une période d'une année universitaire à partir de la licence. Une unité d'assemblage ainsi qu'un incubateur seront installés au sein de l'Institut des technologies de Mamou en République de Guinée pour permettre un accès aux tablettes à tous et aider les étudiants à créer et développer leur start-up en toute sérénité. L'objectif est de faire en sorte que tous les Guinéens, étudiants ou pas, élèves ou pas, qui a la volonté d'apprendre la nouvelle technologie puissent le faire. La responsabilité du gouvernement est de créer des conditions pour que tout Guinéen puisse être dans le bateau du nouveau monde. Sauf ceux qui voudront laisser la quête. Parce qu'on ne peut pas les attacher pour le faire dans le bateau. C'est en tout près de 25 000 étudiants visés en cette première année et environ 1000 emplois jeunes créés dans la chaîne de valeur de la distribution, du service après-vente, de la maintenance ainsi que de l'assemblage. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 7 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour votre prochain point sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.